chacun. Et comme on est entre nous, on va faire ça de manière extrêmement simple. Bonsoir à tous, je suis Grégoire de Vessières, je suis le directeur général de l'Obs, et j'ai le droit d'enlever mon masque. Et on est ravis de vous accueillir ici, et puis que vous nous accueilliez aussi au Havre, et on est très heureux d'être là. Je vous présente François-Xavier Priolo, qui est vice-président de la région Normandie, et avec qui nous avons la joie depuis très longtemps de réfléchir à ces questions de géopolitique, de stratégie et aussi de guerre et de paix. Cette étape au Havre, c'est pour nous une boucle après cette petite parenthèse enchantée qu'on a tous vécue qui s'appelle le Covid, puisque en avril 2019, à Rouen, dans la chapelle Corneille, nous avions inauguré ce cycle 2049 qui a pour objectif de réfléchir à ce à quoi ressemblera notre monde dans 30 ans. Et on l'avait ouvert avec une réflexion tout à fait utopique, mais assez sympathique, c'était à quoi ressemblera la guerre en 2049. Et avec l'objectif, évidemment, de réfléchir à un monde de paix. Et puis, on va aussi, ce soir, voir ces grands enjeux géopolitiques et stratégiques, parce que c'est bien beau de savoir où est-ce qu'on va habiter, quels seront les nouveaux matériaux, comment on va se déplacer, etc. Si on ne comprend pas le contexte dans lequel on va être, c'est un tout petit peu plus compliqué. Dans l'édito de Pierre Aski que vous avez pu lire dans l'Obs ou dans la petite feuille qui vous a été donnée, il y avait en plus un symbole qu'on n'avait pas calculé au moment où on a lancé ce cycle 2049. Vous avez noté tout le travail marketing qu'il y avait dans les équipes de l'Obs pour imaginer ce truc dans 30 ans. C'est que 2049, c'est les 100 ans de la naissance de la République populaire. Et je pense que la Chine, pas me tromper, mais on verra, on laissera les spécialistes parler, aura un vrai enjeu et aura une vraie place à jouer dans ces grands équilibres. Et puis on essaiera d'aller au-delà de notre belle planète. Vous découvrirez ça ce soir. Écoutez, cher Grégoire de Vessières, moi je suis très heureux ici qu'en partenariat avec la région Normandie, nous accueillons cette conférence proposée par l'Obs dans le cadre en effet de ce cycle Le Monde en 2049. Ici au Havre, le monde n'est pas un havre de paix, mais très clairement c'est intéressant de se projeter vers l'avenir. Et c'est vrai que cette conférence de ce soir, la deuxième après celle qui s'était tenue à Rouen à la chapelle Corneille, elle s'inscrit dans notre ambition normande avec Hervé Morin de Normandie pour la paix. Et Normandie pour la paix, c'est une initiative qu'on a lancée en 2017 avec Pierre Aski, qui est ici également ce soir. Dans le cadre d'une journée de l'Obs à l'époque, on avait cette intuition avec Hervé Morin que une région comme la Normandie, elle est légitime pour incarner les valeurs de paix et de liberté, et qu'au-delà du devoir mémoriel, des commémorations du 6 juin, il fallait aussi s'interroger, comprendre le présent pour bien préparer le futur. Et puis il y avait une sorte de transmission aux générations futures de se dire à qui on doit dire « emparez-vous de ces sujets ». Le monde de demain, c'est aussi à vous de le décider et de le faire. Et il y a quelque chose qui... Donc à partir de là, on a inventé cette initiative Normandie pour la paix avec un forum mondial qui se tient tous les ans. On a tenu la 4e édition du Forum mondial Normandie pour la paix, toujours en partenariat notamment avec l'Obs et un volet aussi culturel, littéraire. Il y a un an avec Jérôme Garcin, cette année dans le cadre d'un débat aussi avec Florence Aubenas et avec Grégoire Leménager, directeur adjoint de la rédaction, autour de la littérature et de la guerre. Normandie pour la paix et ce forum, il vise aussi à bien comprendre tous les enjeux du monde. Aujourd'hui et ce soir, on va beaucoup parler des frontières, des nouvelles frontières, de l'abolition des frontières. Et c'est vrai que plus que le dessous des cartes, finalement, parce qu'on voit que tous les sujets sont transnationaux et imposent aussi des réponses coordonnées, globales, et que plus que le dessous des cartes, c'est plutôt les cartes sont dessus-dessous, avec aussi une accélération des phénomènes et des jeux de puissance qui évoluent très vite, qui sont de moins en moins prévisibles, avec des règles du jeu qui changent de plus en plus. Et c'est ça l'ambition de Normandie pour la paix, aussi à travers un programme permanent tout au long de l'année, autour de la jeunesse, autour également de la recherche, avec une chaire universitaire Normandie pour la paix, avec la région Normandie, le CNRS et l'université de Caen, avec également un indice Normandie du Parlement européen qui est publié chaque année et qui permet de mesurer la conflictualité partout dans le monde. C'est l'idée d'être utile et de se nourrir aussi des réflexions qu'on va pouvoir avoir ce soir. Et puis, pour conclure, j'oublierai pas
la dimension artistique. Annie-Laure Bannon est là ce soir, sculptrice, qui est notamment l'auteur des Braves sur Omaha Beach et qui a un magnifique projet pour l'humanité qui, lui, dépasse les frontières, va très très haut dans le ciel pour justement nous rappeler que nous sommes des êtres humains et que la paix, ça se prépare aussi loin de la terre. Bonne soirée. Et pour que la minute autopromo soit complète, non, c'est une petite blague, c'est quand même la 29e rencontre 2049 qu'on a organisée. On a sillonné avec les équipes de l'Obs beaucoup d'endroits en France. Je voulais juste remercier la personne que vous voyez derrière, qui s'appelle Marie, elle déteste ça, mais c'est aussi grâce à elle que 2049 existe, et donc c'est toujours important de le faire, et vous dire, et c'est là la minute autopromotion, au-delà de la minute félicitation, que les équipes de l'Obs produisent chaque année un ouvrage qui s'appelle 2049, qui pense soit des solutions, soit des innovations et des concepts. Ça n'est plus en kiosque, mais vous pouvez le retrouver en ligne sur le site. Et je vous invite à vous plonger dedans parce que c'est vraiment passionnant. C'est pas uniquement parce que c'est nous qui l'avons fait. Voilà, on va laisser parler des personnes beaucoup plus intelligentes. Et on vous remercie encore de votre présence. Et je laisse la parole à Pascal Richet, qui est grand reporter à l'Obs et qui va vous présenter la suite. Bonne soirée. Merci Grégoire. Donc imaginer le monde dans 30 ans, ce n'est pas quelque chose de très simple. Je me suis demandé comment on l'imaginait il y a 30 ans et je me suis souvenu qu'on annonçait la fin de l'histoire. On annonçait que le Japon allait dominer le monde et voilà. Donc ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Donc ça va être très très difficile. Cet exercice ce soir va être très difficile. On a choisi de se focaliser sur deux thèmes. L'un, c'est les nouvelles frontières, à savoir l'espace et les pôles, les régions polaires. Et l'autre étant comment le réchauffement climatique va bouleverser les relations géopolitiques. Mais avant, il y a une petite carte blanche pour François Hesbourg, qui est un de nos grands spécialistes français de la géopolitique, qui vient de sortir un livre « Retour de la guerre » chez Odile Jacob, et qui, lui, va nous dresser l'image du monde de 2049. François. Bonsoir. D'abord, c'est un grand plaisir de se retrouver ici en présentiel, comme on dit, et au Havre. C'est la première fois que je viens au Havre depuis les dernières journées de l'Obs, auxquelles j'avais participé, je crois que c'était il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Et c'est bien de revenir sur les lieux de son crime. Et lorsque on m'a pressenti pour faire cet exercice, il y avait de toute évidence cette hésitation qui a été exprimée il y a quelques instants entre le monde dans 30 ans et le monde en 2049. Et en fait, ces deux définitions correspondent à deux façons différentes de voir l'avenir. Je vais y venir dans un instant, mais avant de faire ça, juste un petit mot sur les gens comme moi qui se livrent à des exercices de prévision sur 30 ans, que sais-je. Et il est beaucoup plus facile de prévoir à 30 ans que de prévoir à 30 heures. Moi, je ne sais pas où on en sera avec l'Ukraine et la Biélorussie dans 30 heures. Par contre, je peux dire, sans trop de risque de tromper, que la place de l'Ukraine et de la Biélorussie sera X, Y, Z dans 30 ans. En plus, je ne serai probablement plus de ce monde, et donc je n'aurai pas à expier les erreurs de ma prévision. Mais de façon beaucoup plus sérieuse, 30 ans, c'est très peu. Dans le domaine strictement guerrier, 30 ans, c'est la durée de développement d'un nouveau système de combat, et 60 ans, ça va être la durée de possession de ce système de combat. 90 ans. Les B-52 américains qui volent encore aujourd'hui, le prototype, il a volé en 1952. Dans le registre beaucoup plus paisible, lorsqu'on ignore les conséquences des choses que l'on peut prévoir à 30 ans, on paye très cher. Il y a une petite cinquantaine d'années, on a introduit le numerus clausus dans les études médicales en France. Et vous vous demandez pourquoi on a parfois quelques petits problèmes à gérer l'immédiat aujourd'hui. Parce qu'il y a moins de toubib. C'est relativement simple. Pourtant, tout le monde sait qu'il faut un temps X pour former quelqu'un et un temps Y pour que ce quelqu'un puisse faire son travail.
Donc la prévision sur 30 ans est totalement nécessaire. On ne peut pas s'en affranchir sous prétexte que c'est un exercice effectivement assez risqué et qui peut parfois paraître un peu vain. Alors, les deux visions. Le monde en 1949, lorsqu'on dit le monde en 1949, on dit, de fait, ce monde sera centré autour de la Chine, ou au moins autour de la confrontation entre la Chine et les pays occidentaux, et notamment les États-Unis. Ça, c'est une projection linéaire. Le monde, dans 30 ans, sera à peu près, comme le laisse supposer, la prolongation des tendances que nous connaissons aujourd'hui. Rythme d'augmentation du budget militaire chinois, rythme d'augmentation du PIB chinois, mode de gouvernance communiste, léniniste de marché de la Chine, et ainsi de suite. Avec des éléments d'incertitude, que sont notamment l'interrogation sur y aura-t-il une guerre autour de Taïwan ou non. Les planificateurs taïwanais, les planificateurs américains, et peut-être aussi les planificateurs chinois, mais ils ne se sont pas trop ouverts sur le sujet. Et là, ils ne visent pas 30 ans, ils visent plutôt 5-7 ans, 2025, 2027, suivant que l'on soit à Taipei ou que l'on soit à Washington. Donc, et de la réponse à cette interrogation sur le devenir de Taïwan et la façon dont se dénouerait la confrontation autour de Taïwan, là, bien entendu, dépendra en grande partie la réponse à la question de est-ce que ce monde sera un monde sino-centré ou est-ce qu'on sera dans un monde qui sera qui pourrait être une sorte de remake du monde de la guerre froide, avec un camp des pays dits libres d'un côté et un camp des pays autoritaires de l'autre. Peut-être. J'ajoute tout de suite qu'il y a un autre élément, facteur d'incertitude, très important, et qui est celui que j'évoque dans le livre qui vient d'être cité, que je viens d'écrire, et c'est que malheureusement, l'évolution des techniques de la guerre, cyberguerre, guerre dite hybride, j'aime pas trop l'expression, mais enfin tout le monde l'emploie et il faut faire avec, et évolution même des armes nucléaires, où l'on sort des schémas classiques, tout ça conduit à une situation où l'instabilité stratégique devient de plus en plus importante et le risque de passer sans rupture de continuité d'une situation de non-guerre à une situation de guerre, ça, c'est malheureusement quelque chose qui risque d'interdire une évolution de ce scénario 2049 vers quelque chose d'aussi relativement stable que la guerre froide. Parce que ce qu'on retient quand même de la guerre froide, à juste titre, c'est qu'elle est restée froide, du moins pour les pays qui faisaient partie des deux systèmes d'alliance opposés. Pour ceux qui avaient choisi de ne pas faire partie de ces systèmes d'alliance, les guerres ont été nombreuses, désagréables, et c'est d'ailleurs aussi une autre façon de dire qu'il vaut mieux être dans une alliance que ne pas être dans une alliance. Ça, c'est le scénario linéaire. Avec un dernier facteur d'incertitude sur ce scénario, c'est évidemment la nature dans la durée de la relation stratégique entre la Chine et la Russie. Il y a un présupposé fréquent, notamment en France, mais ailleurs aussi en Europe, sur le thème « Ah oui, ça va finir comme Molotov-Ribbentrop, ils vont s'entendre pendant X temps, et puis à la première occasion, ils vont revenir aux bonnes vieilles habitudes, et ils vont, pour parler de façon triviale, se foutre sur la gueule. » La réponse honnête à cette interrogation, c'est un, on ne sait pas, mais deux, il ne s'agit pas d'une alliance, il s'agit de quelque chose d'assez différent de ce qui s'est passé dans le passé, justement. Et je ne suis pas sûr ou aussi sûr que le voudraient certains, que la Russie et la Chine reviendront à des logiques de confrontation, qui laisseraient chacun de ces protagonistes nus face à la puissance américaine. Ça, c'est une dissuasion puissante
qui peut inciter les deux pays à rester alliés malgré les inégalités de situation. Deuxième grand scénario, c'est le monde dans 30 ans. On est en 2051. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu ce qui se passe souvent sur une période de 30 ans. Il y a eu rupture de linéarité. Rupture de linéarité, c'est quoi? C'est le mur de Berlin qui s'effondre. On bascule d'un univers stratégique à un autre univers stratégique, en l'espace de quelques heures, de quelques jours parfois. Peut-être septembre 2011, 2001, peut-être aussi. Et les grands empires, la Russie, l'Union soviétique, elle est tombée en 1990-91, et il en sera peut-être de même pour la Chine, peut-être. Je ne suis pas en train de faire cette prévision, je ne vous invite pas à parier dessus, en tout cas moi je m'en abstiendrai. Mais les exemples historiques sont là pour montrer que plus le temps passe, moins une situation existante n'a de chances de durer. Ce qui est évidemment contraire à la nature humaine, qui part du principe que plus quelque chose a existé, plus elle a de chances de continuer d'exister. Mais la réalité stratégique est toute différente. Alors ça peut être quoi, la rupture de linéarité? Là, c'est le réchauffement climatique. Moi, je ne sais pas quelle sera l'ampleur des pertes humaines, économiques, sociales, qui seront provoquées, au-delà de celles que l'on commence à entrevoir dès aujourd'hui, du réchauffement climatique pendant les 30 années qui viennent. Et là, je vais vous donner un petit conseil, et c'est là-dessus que je vais conclure, parce qu'on m'a invité à être bref, à être concis. Et si vous pensez rupture de linéarité, vous n'avez pratiquement aucun secours à attendre de la part des études économétriques, des examens fins à partir des données existantes et ainsi de suite. Parfois, vous avez une chance, c'est que vous tombez sur une pépite qui vous permet de comprendre qu'il va y avoir rupture de linéarité. Certains chercheurs, à la fin des années 70, travaillant dans les sciences sociales, et pas du tout dans le domaine militaire, stratégique ou industriel, avaient effectivement laissé entendre que l'Union soviétique, elle n'allait pas pouvoir continuer très longtemps. Et comme quelques autres, moi j'ai été influencé par ces chercheurs-là. C'est pour ça que je ne me suis pas trop planté lorsque les choses ont commencé à se déliter en Europe centrale d'abord, Europe de l'Est et Union soviétique ensuite, à la fin des années 80. Mais on n'a pas toujours cette chance. Et là, il faut faire confiance aux romanciers. Et donc je vais vous inviter à lire 2 livres, après avoir lu le mien, bien entendu. Le premier, c'est un livre de science-fiction qui existe en français, vous trouverez à la Galerne, j'ai vérifié, par Liu Cixin, qui s'appelle « Le problème des 3 corps ». C'est absolument remarquable, mais pour la faire très très courte. Le problème des 3 corps, c'est qu'il y a une planète, mettons que ce soit l'Europe, qui est soumise au champ gravitationnel de 3 étoiles, beaucoup plus importantes que la planète. 3 étoiles qui sont dans les champs gravitationnels s'entremêlent, aucune n'est totalement dominante, et la planète subit les ricochets de ces changements perpétuels que les mathématiques les plus poussées ne permettent pas de prévoir. Le théorème correspondant au problème des 3 corps, c'est un des théorèmes que les mathématiciens sont invités à essayer de résoudre, de trouver comme l'équation de Fermat dans le temps. Et là aussi, pour ceux qui font des maths, c'est un truc intéressant à faire. Mais le livre est une préfiguration de ce que pourrait être la vie des Européens au plan stratégique dans 30 ans, face aux 3 grandes étoiles de nature très diverse, que sont la Chine, revenue à la puissance, qui veut rembobiner le film de sa propre histoire, faire zapper le 19e siècle, revenir à sa prééminence, les États-Unis qui vont s'accrocher à leur position, et la Russie qui est trop faible pour proposer quelque chose, mais suffisamment forte pour causer des problèmes et causer de l'instabilité à l'échelle planétaire. Et l'autre livre, et c'est celui
qui vous permettra de comprendre comment pourrait se produire une rupture de linéarité. C'est un livre, alors je ne sais pas s'il a été traduit en français, je suis désolé, qui s'appelle The Ministry of the Future, qui date de 2019, dont Obama a dit que c'était un de ses livres qu'il considérait comme étant le plus important. Bon, Obama a des tas de qualités et des tas de défauts, mais je pense qu'il a le nez quand même assez creux sur ce genre de choses. Ministry of the Future, c'est l'histoire du monde à la fin des années 2020, des années 2030, lorsque le réchauffement climatique commence vraiment à poser de gros problèmes. Et là, je ne vais pas faire le spoiler. Et on se trouve dans une situation géopolitique assez éloignée de l'hypothèse que laisse supposer le monde en 2049, sur laquelle j'ai été invité à vous parler. Merci beaucoup. Merci François Hesbourg. Maintenant, nous allons écouter Miko Mered, qui est ici. Alors, Miko est chercheur à Sciences Po. Il est secrétaire général de la chaire des Outre-mer, je crois, à Sciences Po. Mais sa vraie spécialité, c'est le froid extrême, les pôles, où il a beaucoup traîné ses bottes fourrées. Miko. Voilà, là ils sont allumés. Bonsoir à tous. Allô ? Voilà, ça marche. Voilà, donc les grandes conquêtes sont terminées, mais il reste encore deux espaces. L'espace, donc on en parlera avec Xavier Pasco de la Fondation pour la recherche stratégique, et puis les pôles. Et dans ces deux espaces, c'est un petit peu le Far West. Déjà en 2049, on va se projeter tout de suite. Miko, est-ce que tu peux nous dire où en sera la calotte glaciaire? Est-ce que les bateaux circuleront? Comment ça se passera? Je suis incapable de le dire. Je suis incapable de le dire, d'une part parce que je ne suis pas glaciologue, ça c'est la première chose, mais surtout parce qu'effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre, à l'échelle de l'Arctique, est-ce qu'on va se retrouver sur la deuxième moitié du XXIe siècle avec un Arctique qui fond une fois par décennie, ce qui pourrait encore être gérable, ou alors un Arctique qui fond tous les 3 ans, voire tous les 2 ans, voire tous les ans. Et ça, cette prédiction-là, elle dépend de notre performance aujourd'hui vis-à-vis du changement climatique et des transitions énergétiques. Donc, à quel degré l'Arctique va-t-il se réchauffer? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, selon toutes les prédictions du GIEC et d'autres organismes qui compilent un maximum de données et de trajectoires, même si on a une action climatique relativement forte, c'est-à-dire une action portée par les États, par les entreprises, par les citoyens, qui est relativement dynamique, sans être non plus complètement radicale, l'Arctique devrait se réchauffer à l'horizon de la fin du siècle, 2100, aux alentours de 4 degrés par rapport à la moyenne des températures de l'ère pré-industrielle. Donc c'est relativement, effectivement important. Est-ce que ça va amener à une géopolitique résolument différente? Ça, c'est une autre question. Je peux la poser. Alors, est-ce que effectivement... Moi, je suis la portante des perches. Hein. Oui. Oui, est-ce que c'est le nouveau nœud géostratégique se trouve effectivement au pôle, où seront les futures communications et la recherche minière et tout le reste? En fait, ce qui est fascinant, c'est que quand vous rentrez dans les sujets arctiques, vous vous rendez compte que d'une part, l'Arctique n'est pas un nouveau nœud géostratégique. Si on parle véritablement de géostratégie au sens propre, l'Arctique a toujours été d'une part intéressant pour connecter l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. C'est comme ça qu'on va retrouver dès Henri IV en France des dynamiques pour essayer de mettre sur pied des expéditions pour monter vers l'Arctique, trouver cette route de la soie par le nord, instaurer peut-être des comptoirs, instaurer des zones où on va empêcher les autres navires de passer, voire même les taxer. Tout ça, c'était détaillé, 1609, la Compagnie française de l'Arctique, c'était concret. Bon, depuis 500 ans, on exploite l'Arctique
pour ses ressources marines. Depuis 150 ans, on l'exploite pour son charbon, pour ses minerais de toutes sortes, et depuis plus de 100 ans maintenant, on l'exploite pour son pétrole et évidemment son gaz. Donc l'exploitation de l'Arctique n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui fait que l'Arctique va être effectivement un geopolitical hotspot, comme disent les Américains. Donc du coup un point chaud de la géopolitique. C'est tout simplement que durant la guerre froide, on a beaucoup imaginé l'idée que l'Arctique était un élément très important des logiques de bloc, puisque si vous voulez, quand vous êtes soviétique, taper directement votre concurrent américain, passer avec vos missiles balistiques intercontinentaux par l'Arctique, ça pouvait avoir plus de sens que d'essayer de les faire traverser l'Europe, puis l'Atlantique, pour arriver in fine aux États-Unis. Donc cette dynamique-là de passer par l'Arctique n'est pas nouveau. Mais ce qui change véritablement à l'avenir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on développe toute espèce d'industrie en Arctique, effectivement, l'Arctique prend de la valeur économiquement parlant. Aujourd'hui, qu'on parle du secteur des crypto-monnaies, qu'on parle du secteur des données, qu'on parle du secteur du pétrole, du gaz évidemment, mais de l'hydrogène vert par exemple, qu'on parle de l'industrie de défense, qu'on parle du spatial, on va parler de l'Arctique. L'Arctique va être à n'importe quel moment dans ces industries-là qui vont être dominantes, importantes pour les années qui arrivent et qui le sont déjà, une zone chaude. Et donc c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, qu'on soit américain, européen, chinois, mais même prenez d'autres observateurs du Conseil de l'Arctique, donc l'organe diplomatique de référence de la région, comme l'Inde, comme Singapour, ceux qui sont candidats pour le rejoindre, comme le Mexique, comme la Grèce, ces pays-là, pourquoi ils vont en Arctique? Mais parce qu'on n'aura pas le choix que d'être présent en Arctique pour au moins avoir voix au chapitre d'une manière ou d'une autre. Et alors, est-ce que l'Europe se prépare? Est-ce que l'Europe est aussi partie dans cette course vers l'Arctique? L'Europe est arctique, c'est-à-dire que fondamentalement aujourd'hui, dans les pays de l'Union européenne, vous avez au moins 3 pays qui sont des pays arctiques, la Suède, la Finlande et le Danemark. Alors le Danemark, c'est grâce au Groenland, évidemment. Le Groenland a un statut particulier vis-à-vis de l'Union européenne qui fait que le droit communautaire ne s'y applique pas, mais mine de rien, l'Union européenne essaye de soutenir le Groenland, notamment pour ses politiques culturelles, sociales ou encore éducatives. Mais il y a aussi, donc, au-delà de ces pays, d'autres pays qui sont dans l'espace économique européen, comme l'Islande ou comme la Norvège, qui sont d'ores et déjà des puissances arctiques, l'une pour le tourisme et l'autre pour le tourisme, mais aussi pour les hydrocarbures et demain pour les minerais. À côté de la Chine ou de la Russie ou des États-Unis, elles ne pèsent pas très lourd, ces puissances? Alors, elles ne pèsent pas très lourd, certes, individuellement, mais d'une part en termes de soft power, en termes de capacité d'influence dans cette zone arctique, elles ont effectivement aujourd'hui une influence. Quand la Chine essaye de prendre des positions, par exemple d'acheter une ancienne base navale au Groenland, quand la Chine essaye d'acheter des terrains au Svalbard, quand la Chine essaye de construire ou offre de financer des infrastructures stratégiques comme des ports ou des aéroports dans ces différents pays, ou des infrastructures de télécommunications, ou des data centers, ou des câbles sous-marins, et que les pays disent non, les uns après les autres, la Norvège dit non, le Danemark dit non, la Suède dit non, la Finlande dit non, eh bien, in fine, on a quand même une image qui commence à se construire autour de cette Chine prédatrice en Arctique, à laquelle les peuples de la zone disent non. Mais avant de dire non, ils ont accepté de vendre des tas de mines et des tas de centres à la Chine. Non? Alors, c'est l'image qu'on en a. Et c'est vrai que la Chine a des positions, notamment des prises de participation capitalistique dans notamment des mines, qui peuvent être particulièrement importantes. Mais à chaque fois que les investissements qui ont été proposés ou consentis se sont révélés être particulièrement stratégiques, en tout cas du point de vue des peuples de l'Arctique et des gouvernements locaux, il y a toujours eu, jusqu'à maintenant, une fin de non-recevoir. On l'a vu encore récemment avec les perspectives de financement chinoises pour la ligne de train qui aurait pu connecter l'Arctique au niveau de la Norvège à travers la Laponie et toute la Finlande, un tunnel sous la Baltique, donc connecter l'Arctique au réseau ferroviaire européen. On a vu que là aussi, même si la Chine était prête à mettre 15 milliards dans le projet de tunnel sous la Baltique, eh bien de fait, il y a eu là aussi un non ferme qui a été opposé de la part des Finlandais. Et puis, ce qui est très intéressant aujourd'hui aussi, c'est de voir comment, quand la Chine sait à peu près quelle est sa valeur ajoutée vis-à-vis de l'Arctique, c'est-à-dire toujours la même, être apporteur de capitaux et être un client final aussi, les pays de l'Arctique aujourd'hui sont en train de changer de braquet. Et là, c'est valable pour les pays européens, mais aussi pour les États-Unis, pour le Canada ou encore pour la Russie, les 8 pays de l'Arctique. Ils changent de braquet sur 2 volets. Le premier,
c'est le volet militaire, c'est-à-dire qu'ils se réinvestissent dans la zone, ils se réinvestissent avec des moyens spatiaux, avec des moyens surfaciers. Vous avez peut-être vu Donald Trump, on l'aime ou on ne l'aime pas, il a recréé dans la perspective, la continuité de ce qu'avait initié Barack Obama durant son deuxième mandat, le retour de la seconde flotte de l'armée américaine qui va être dédiée donc au nord de l'Atlantique et à l'Arctique. Vous allez voir que les Américains vont réussir à construire une base navale au Groenland dans les 2-3 prochaines années. Ces éléments-là, c'est des éléments parfaitement concrets. Vous voyez qu'au Canada, on a le même type de démarche. En Russie, on a évidemment le même type de démarche. Et ça me permet de revenir sur un point qu'évoquait François Hesbourg dans son intervention introductive. C'est qu'effectivement, on a tendance à dire que la Chine et la Russie en Arctique sont les meilleurs amis, qu'ils se sont accueillis à bras ouverts, l'un comme client, l'autre comme fournisseur, etc. Sauf qu'en réalité, pas vraiment. La Russie était méfiante, était le dernier pays du Conseil de l'Arctique à vouloir accepter la Chine dans le Conseil de l'Arctique, et la Russie reste méfiante vis-à-vis de la Chine, n'a pas envie de devenir le partenaire junior de cette relation bilatérale en Arctique, de peur de perdre son Arctique. Donc fondamentalement aujourd'hui, la situation en Arctique, elle est que, et je vais m'arrêter là bien sûr, les pays de la zone sont en train de construire leur nouvelle valeur ajoutée, de donner une valeur à cet espace arctique, notamment autour d'industries nouvelles et en particulier autour d'industries liées à la soutenabilité. Et là, évidemment, on va parler d'hydrogène et notamment d'hydrogène renouvelable parce qu'effectivement, les potentiels dans l'Arctique sont tellement importants et les populations de l'Arctique cherchent à trouver un débouché industriel qui ne soit pas que du pétrole, du gaz ou du minerai extrêmement polluant pour rester dans cette région et la préserver. Petit à petit, les pays de l'Arctique sont en train de retrouver une forme de force par rapport aux pays prédateurs. Merci beaucoup. Alors pour faire la transition avec Xavier qui est invité à venir sur scène, il y a beaucoup d'investissements spatiaux qui sont faits dans le cadre de cette progression vers l'Arctique. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, en deux mots, aujourd'hui, si vous voulez aller en Arctique, développer par exemple des routes maritimes, ce qui est tout à fait possible, envisageable à l'horizon 2049, il va vous falloir des moyens spatiaux, par exemple, pour essayer, avec des intelligences artificielles, de prédire la dérive des glaces, histoire que votre navire ne fasse pas Titanic. Vous allez avoir besoin aussi de capacités d'observation optique pour voir, par exemple, pour les Américains, que font les Russes sur l'archipel Franz Joseph, par exemple, ou l'île Wrangel. Vous allez avoir besoin de pas de tir aussi, parce que c'est pas si évident que ça de tirer, ou économique que cela, de tirer des satellites, et surtout les satellites de petite taille, en orbite polaire pour faire ce genre de mission, si vous ne tirez pas depuis l'Arctique. C'est comme ça qu'on voit en Suède, en Norvège et ailleurs, ce genre de pas de tir se développer. Bref, j'en arrête là, évidemment, je cède la parole Miko. À la FRS. Merci Miko. Alors, il y a quelques jours, on a eu deux nouvelles, une assez réjouissante et une beaucoup plus inquiétante. La réjouissante, c'était le retour de Thomas Pesquet sur Terre. Et l'inquiétante, c'est ce tir de missile russe sur un de ces satellites qui, visiblement, n'était là que pour impressionner, montrer la puissance russe, la capacité de tir. Vous allez peut-être nous dire. Est-ce que l'espace devient une zone de tension de plus en plus sévère ? Visiblement, effectivement. Alors d'abord, Thomas Pesquet est revenu au bon moment, hein, je note. Oui, il est arrivé. Oui, parce qu'ils ont échappé belle, les autres. Oui. Voilà. Oui, on a eu une démonstration de force côté russe. Alors, il faut toujours faire attention dans ce genre. On a eu une intervention anti-satellite. Il faut toujours se rappeler que les technologies anti-satellites sont très proches des technologies qui sont celles qui servent aussi à intercepter les missiles. Et les Russes, dans ce domaine, ont fait aussi cette démonstration avec... L'espace a été un peu pris en otage, sans doute, dans cette affaire-là, dans le cadre de grandes manœuvres stratégiques à portée plus large, si j'ose dire, pour l'espace. Toujours est-il que oui, alors pour répondre à votre question, on assiste à des tensions accrues. En fait, l'espace, c'est un environnement sous-réglementé, en réalité, dans lequel les intérêts stratégiques sont en train de croître à vitesse de manière exponentielle. Alors pourquoi ? On peut donner deux pistes, en fait. L'espace, pendant les années de guerre froide, c'était d'abord un environnement stabilisateur. Ça permettait aux États-Unis et à l'Union soviétique de se regarder mutuellement, de se surveiller et finalement de faire fonctionner la dissuasion. Et c'est comme ça que l'équilibre stratégique, dans l'équilibre stratégique, l'espace était absolument majeur. Et puis c'était simple, il n'y avait que deux acteurs. Il n'y avait que deux acteurs, mais c'était quelque chose qu'on préservait parce qu'on n'avait pas intérêt à détruire les satellites de l'autre, puisque ça mettait tout de suite la relation de dissuasion mutuelle en question. Et puis le temps a passé et l'espace est devenu de plus en plus utilisé pour les opérations militaires classiques, y compris d'ailleurs par les Français. Hein. Quand on va au Mali, on utilise beaucoup l'espace. Et donc dans l'esprit des militaires, bien, l'espace devient une cible. Et à partir de là, dans l'esprit de ceux qui sont en face,
ces cibles doivent être protégées. Et on commence à penser l'espace comme milieu. Et ça, c'est nouveau. Ça date d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que l'espace, c'est non seulement un support pour d'autres milieux, ça devient un milieu en soi. En tout cas, c'est ce que revendique beaucoup la pensée militaire aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, est sans doute en fait encore plus structurant, il s'est passé quelque chose dans les 20 dernières années avec l'espace, c'est la jonction entre les technologies spatiales et le monde de l'information. Et ça, c'est un enjeu majeur qui fait de l'espace un point clé de la maîtrise de l'information dans tous ses aspects, les aspects aussi bien militaires que stratégiques, que politiques, qu'économiques, qu'industriels. Et donc les enjeux sont montés énormément et on a aujourd'hui des tensions qui s'avivent, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'on commence à penser à armer, enfin à embarquer dans les satellites des armements ? Oui, alors ça, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers satellites anti-satellites datent des années 60. C'était des satellites soviétiques. Il y a eu 2 campagnes d'essai, 19 tests. Vous aviez des satellites qui s'approchaient d'un autre, qui explosaient à proximité. Donc ça, c'est voilà. Simplement, la technologie évolue, effectivement. Et dans ce sens aussi, elle évolue. On est en train de mettre, on l'appelle dans le jargon militaire, des programmes contre-spatiaux. Alors, l'autre évolution très importante, c'est l'irruption du privé dans l'espace. Parce qu'on a aujourd'hui non seulement les 2 acteurs historiques qui ont été rejoints par la Chine, l'Inde et d'autres, mais on a aussi Elon Musk et d'autres qui sont en train de coloniser l'espace. Et qu'est-ce que ça change à l'équation, finalement ? C'est la question. Alors, en fait, la question sous-jacente souvent qui m'est posée, c'est mais est-ce qu'on assiste à une privatisation de l'espace ? Alors moi, je dis toujours attention, il faut faire très attention. Le flux d'argent qui circule dans le domaine spatial, c'est d'abord un flux d'argent étatique. Simplement, il se redirige. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une recomposition des relations entre les États et ces acteurs privés qui, effectivement, apportent du cash nouveau. Et ce cash nouveau vient du monde de l'information. Donc on a effectivement un double bond, là, avec en réalité un jeu à somme positive, à la fois pour les gouvernements, qui trouvent dans ces nouveaux acteurs des éléments de leur architecture. On voit de plus en plus du côté étatique l'espace comme une infrastructure désormais. On ne pense plus l'espace comme un satellite avec une fonction. On pense l'espace comme le lieu où on va déployer de l'infrastructure low cost, massive. On passe à l'échelle industrielle. Et ça, évidemment, ça intéresse le privé. Et donc, il y a une espèce d'alliance de satellite, c'est la taille d'une boîte de chaussures aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des satellites. Aujourd'hui, on a au-dessus de nos têtes 150 satellites qui font la taille de 10 cm par 10 cm par 30 cm, qui sont à 500 km à peu près là où a lieu le test ASAT, et qui prennent des images qui ne sont pas extraordinaires aujourd'hui, mais qui font quand même 3 mètres de résolution. 3 mètres de résolution, il y a 30 ans, c'était un satellite de 8 tonnes. Donc on voit les effets d'échelle. Et ce qui se passe surtout aussi, c'est qu'on va vers des méga constellations de télécommunications qui là vont faire des réseaux complets. Et donc on est en train en fait de gonfler la sphère terrestre. C'est-à-dire qu'on amène finalement tout ce qui se passe sur Terre à 36 000 km et on commence à habiter différemment cet espace. Vous savez, avant, habiter l'espace, c'était... La station spatiale, c'est un peu ça. On emmène quelqu'un dans une fusée, on lui fait faire des tours de Terre et il rentre en brûlant, enfin, en se sauvegardant bien sûr, mais il rentre en chauffant dans l'atmosphère. Et donc, on n'habite pas quand on fait ça. Par contre, quand on commence à lancer beaucoup d'objets et qu'on commence à mailler l'espace, les satellites sont de plus en plus manœuvrants, etc., là, on commence à habiter l'espace. Et là, évidemment, les enjeux accompagnent les enjeux de toute nature, politiques, économiques, financiers et militaires. Et donc, on commence à se projeter. Et qui dominera cet espace ? Est-ce que c'est celui qui fixera les normes de cet espace ? Est-ce que c'est celui qui contrôlera l'information ? Alors, le contrôle de l'information est clé, évidemment. On aura ce qui va se passer dans les 30 années qui viennent, si j'ose dire, pour reprendre la méthode de François. C'est sans doute, effectivement, avec les programmes qu'on voit arriver, une habitation de l'espace Terre-Lune. Ça, c'est quelque chose... On parle du programme lunaire. C'est sans doute moins important de parler de la surface de la Lune que de parler de ce qui va se passer entre la Terre et la Lune. On commence à penser logistique, aux États-Unis notamment, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on aura besoin de dépôts de fuel, on aura besoin de relais d'habitation, on a besoin de stations lunaires, et on va commencer à avoir des allers-retours. Et ça, c'est quelque chose qui va induire de l'activité militaire aussi. Et on commence à penser ces choses-là. Des rapports viennent de sortir aux États-Unis qui commencent à identifier ce qu'on appelle des points 6 lunaires où il faudrait se projeter le cas échéant parce que ça serait un intérêt stratégique. Donc on voit qu'on commence à habiter avec tout ce que ça comporte d'habiter. Ça, c'est vraiment anthropologique, je dirais. Et est-ce qu'en 2049, il y aura une exploitation industrielle de l'espace de type mine, par exemple ? Est-ce qu'on ira chercher des minéraux Alors ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors ça, c'est sans doute la limite. Alors, tout ce que j'ai dit, il faut se rappeler quand même d'une chose. C'est que l'espace, ce n'est pas un environnement comme un autre. C'est un environnement qui est contraint physiquement et dans lequel
lequel on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc, ce qu'on dit aujourd'hui sur l'exploitation minière, oui, on peut le faire. Le retour sur investissement serait quand même très difficile. Il faudrait vraiment beaucoup de capex, comme on dit, pour des retours qui ne seraient pas vraiment très sûrs. Donc les business cases ne sont pas là. Par contre, ça sert de boussole un petit peu et ça aide à plein de gens à structurer un récit, j'allais dire, à faire du storytelling. Ça, c'est très important. Aux États-Unis, on sait que c'est important. Merci beaucoup, Xavier Pasco. Merci Miko Mered. Est-ce que s'il y a une question dans la salle? Il y a une question là-bas. Alors, attendez, je vais y aller moi-même. Qui est-ce qui a posé une question? Merci. J'avais une question pour vous, monsieur Xavier Pasco. Est-ce que les débris, par exemple des satellites dans l'espace, et notamment autour de la Terre, posent un problème justement pour le développement d'un réseau satellite au-dessus de la Terre? Oui, totalement. Merci. Alors, le test ASAT, 480 km. On a vu 50 débris de notre côté en Europe. Il y en a 1500 détectables, c'est-à-dire qu'ils font plus de 10 cm. Donc il y en a sans doute des dizaines de milliers non détectables qui vont tranquillement se répandre, qui aujourd'hui sont compris entre l'altitude 440 km, 520 km. La station, je vous le rappelle, est à 400. Et les satellites Starlink d'Elon Musk, il y en a 1850 à peu près en ce moment en orbite, sont à 550 km. Donc les Américains commencent à penser à remonter l'altitude des satellites d'Elon Musk, ce qui perturbe totalement l'économie de la constellation au passage, parce qu'il perd en latence, donc il perd en compétitivité par rapport au réseau sol, etc. Donc il y a une vraie perturbation. Le truc assez marrant, si j'ose dire, avec ce qui s'est passé, je vous ai dit, l'espace c'est sous-réglementé. Aujourd'hui, c'est un peu, on dit, le Far West. Effectivement, Elon Musk lance ses satellites à l'autorisation nationale, les lance et occupe l'espace et occupe les fréquences. Qu'est-ce que viennent de faire les Russes? Ils viennent de lancer 1500 objets en orbite en moins de 30 secondes en disant « mais moi aussi je suis là et j'occupe l'espace ». Ce qu'ils ont fait n'est pas interdit par les traités. Et donc on est vraiment dans le cœur du problème, qui est qu'effectivement on a besoin de coexister, on a besoin de gouvernance. Donc oui, c'est un problème. Les débris, aujourd'hui, on ne sait pas en contrôler l'évolution, même si on arrêtait aujourd'hui d'en produire. On arrête complètement l'activité spatiale. Là, aujourd'hui, il va s'en générer de nouveaux, ce qu'on appelle le syndrome Kessler. Sur certaines orbites, il y a tellement de débris qu'ils entrent en collision eux-mêmes et produisent des petits débris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait voir les débris de plus de 10 cm. On saurait éventuellement se protéger par des blindages spécifiques contre des débris de moins de 1 cm. Entre 1 et 10 cm, on ne sait pas les voir et on ne sait pas s'en protéger. Un petit poids de 2 cm traverse un satellite de part en part. Donc ça devient quand même un vrai problème. Merci. Xavier, 2 minutes, enfin 2 secondes. En 2 secondes, 30 secondes, en réalité, vous mettez tout de suite, avec votre question et votre réponse, un point clé sur la table, qui est en fait là où les pôles peuvent apporter quelque chose à l'espace. C'est-à-dire que les pôles sont aussi une zone sous-réglementée, où petit à petit, depuis plus de 70 ans, la réglementation a été mise en place. Et la réglementation a déjà influencé certains traités ou certaines conventions de l'espace, que ce soit depuis le traité de l'espace jusqu'à la dernière convention Artemis. De fait, il y a des influences. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Antarctique, cette façon d'aller habiter l'Antarctique ou l'Arctique central d'un point de vue maritime, ça peut permettre aussi de développer des réglementations particulières dans l'espace. Merci à vous deux. Alors on va revenir sur la planète. Et on va attaquer le débat, le plat de résistance. Est-ce que le réchauffement climatique va bouleverser les relations géostratégiques? Donc Pierre Aski, Julia Tass et Lucille Schmitt, merci de venir ici. Je vous présente brièvement. Lucille, vous êtes vice-présidente de la Fabrique écologique. C'est une fondation qui cherche à promouvoir le développement durable dans les politiques publiques. Et vous avez été longtemps impliqué dans la vie politique au Parti socialiste et à Europe Écologie Les Verts, si je ne me trompe. Julia, vous êtes donc chercheuse à l'IRIS et vous co-dirigez l'Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense, qui est un projet qui est financé par le ministère de la Défense, je crois. Et Pierre Aski, vous êtes un journaliste.
un journaliste, mais... Ça suffit. Un journaliste chroniqueur sur France Inter, chroniqueur à l'Obs d'abord, chroniqueur sur France Inter ensuite. Voilà, et vous êtes spécialiste de la Chine. Je ne sais pas pourquoi je vous vois, on a travaillé 30 ans ensemble. Ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Co-fondateur d'Euro 89. Et spécialiste de la Chine où tu as vécu 5 ans. C'est drôle de te voir. 5 ans. Et tu es resté un très très grand spécialiste de ce pays. Voilà. Alors, attaquons tout de suite peut-être avec Julia. Est-ce que le réchauffement climatique est une clé de lecture du monde qui est comment dire, négligée aujourd'hui, ou est-ce que ça y est, tout le monde... Je me souviens de Nicolas Hulot qui disait mais on ne se rend pas compte, la guerre en Syrie, ça a commencé par une sécheresse dans le nord du pays, et puis ce qui se passe au Sahel, c'est aussi des questions climatiques qui ont entraîné les rivalités entre les fermiers et les bergers. Enfin, je ne me souviens plus bien exactement quels étaient ces termes, mais quand il essayait d'alerter le monde, il plaçait aussi le débat sur ce terrain géopolitique, en montrant que ça entraînait des migrations, des conflits, des tensions, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on a pris la mesure de cet enjeu-là, et comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir ? Alors, je ne sais pas si on a pris la mesure. En tout cas, donc le ministère des Armées en France, ancien ministère de la Défense, et le département de la Défense aux États-Unis, mais aussi d'autres ministères dans d'autres pays, principalement les pays développés, travaillent sur le sujet du changement climatique. Aujourd'hui, la façon dont ils s'emparent du sujet, c'est davantage une étude, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on fait à l'Observatoire que je co-dirigeais avec François Gémen, qui est en période de pause. Et en fait, cet observatoire, il a pour but de fournir au ministère des Armées des informations sur ce qui va arriver ou ce qui pourrait arriver dans les prochaines années en raison du changement climatique, notamment l'exacerbation de certaines tensions, la raréfaction des ressources, etc. Donc il y a une prise de conscience, je dirais, en cours, qui n'est pas finie, notamment au sein de certaines institutions et surtout au plus haut niveau de ces institutions. On ne considère pas forcément le changement climatique comme une priorité. Par contre, on s'y intéresse. On n'est pas encore passé à l'action. Je dirais que ça arrive peu à peu. On est en plein... En fait, on la voit, cette évolution. Vendredi 12 novembre, donc il y a très peu de temps, pendant le Forum de la paix de Paris, Florence Parly, la ministre des Armées, a fait une déclaration et a proposé une feuille de route, et plus de 22 pays l'ont signée, autour des enjeux du changement climatique pour la défense. Donc c'est en train de se mettre en place, mais ce n'est pas encore une grille de lecture, malheureusement. D'accord. Pierre Aski, dans quelle région du monde le réchauffement climatique va bouleverser plus la situation, la donne ? Alors, si on reprend une des images de François Hesbourg tout à l'heure, il y a des moments dans l'histoire où il y a des ruptures qui se font en quelques heures, la chute du mur, l'effondrement de l'Union soviétique, et on change de moment stratégique brutalement. Avec le changement climatique, c'est pas ça qui se passe. C'est une évolution lente, et c'est bien pour ça qu'on a du mal à l'intégrer dans nos schémas, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est une évolution qu'on peut reporter d'une certaine manière dans la pensée stratégique, qu'on peut reporter au lendemain, parce qu'elle n'est pas brutalement, elle ne s'impose pas brutalement à nous du jour au lendemain. Mais en revanche, si on regarde ce qui se passe dès aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des accélérations ou des évolutions qui se font dans des problèmes existants que le réchauffement climatique et que le changement climatique va accentuer, va développer, va peut-être modifier. Je prends une question qui rejoint l'actualité de ces derniers jours. Ce qui s'est passé à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Donc l'instrumentalisation, la transformation de migrants en une arme par un pays contre un autre. En passant, c'est la 3e fois en 1 an que des pays utilisent cette arme contre l'Europe. Il y a eu la Turquie contre la Grèce, il y a eu le Maroc contre l'Espagne à Ceuta et Melilla, et là de nouveau la Biélorussie qui utilise donc cette migration contre l'Union européenne. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
estime qu'il y a déjà 25 millions de réfugiés climatiques au monde. C'est-à-dire qu'on avait... La migration, c'est un phénomène permanent, historique. Les peuples ont toujours été des habitants d'un bout et de l'autre de la planète, se sont toujours déplacés. Aujourd'hui, vous aviez, jusqu'à il n'y a pas longtemps, 2 catégories. Vous aviez les réfugiés de guerre, les Syriens qui sont au Liban, qui sont venus en 2015, etc., qui fuient une guerre. Et puis vous avez la migration économique, l'espoir d'un monde meilleur, etc. On y ajoute aujourd'hui une 3e catégorie, 25 millions, ce n'est pas négligeable au stade actuel. Aujourd'hui, et la Banque mondiale dit qu'il y en aura 150 millions d'ici 2050. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est un phénomène qui va aller en s'accentuant. Et quand vous avez des pays prédateurs comme la Biélorussie ou la Turquie qui sont prêts à utiliser de manière cynique cette population en mouvement comme une arme, qu'est-ce qui s'est passé là? On a fait miroiter à des Kurdes d'Irak la possibilité, moyennant 5 000 €, d'entrer facilement en Europe. On les a emmenés en avion à Minsk et on les a lâchés ensuite, allez-y. On a ouvert les barbelés la nuit et on a dit passer. Vous allez avoir une population de plus en plus importante de gens qui seront forcés de fuir leur région parce que les températures auront monté, parce que l'eau aura monté, que leurs pays n'existeront plus. Vous avez 136 villes de plus d'1 million d'habitants dans le monde qui sont au bord de l'eau. La montée des eaux va rendre une partie de la planète inhabitable et donc va provoquer des déplacements de population. La plupart se feront à l'intérieur des pays, se feront à l'intérieur des continents, comme c'est déjà le cas. En Afrique, aujourd'hui, 90-95% des déplacements de population se font à l'intérieur du continent africain. Et ce que nous voyons arriver en Europe et qui nous provoque des crises absolument majeures, c'est une infime part de ce qui se passe sur le continent africain. Mais donc c'est ça qui va se passer et qu'on peut appliquer à plusieurs champs, c'est-à-dire une évolution, une aggravation, une perturbation, une amplification de phénomènes déjà inscrits dans la géopolitique et dans la réalité humaine de cette planète. Vous partagez ce pessimisme, Lucie Schmitt? Moi, ce que je trouve, c'est que depuis qu'on parle de dérèglement climatique, depuis le début de la soirée, on n'évoque à aucun moment les initiatives qui sont déjà prises pour contenir le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on raisonne comme si les choses allaient se passer d'une certaine manière, comme si la catastrophe annoncée allait forcément se produire. Alors, je ne suis pas forcément là pour être le schtroumpf positif, mais en tout cas... Pourquoi pas? Et il faut toujours des schtroumpfs positifs. Mais en tout cas, je pense qu'au moment où on sort de la COP26, où en tout cas la France avait eu l'honneur d'abriter la COP21 en 2015, cette question de comment justement sur la question climatique, on pourrait mettre en place une forme de rupture de linéarité programmée, c'est-à-dire quelque part ne pas accepter les 2 possibilités qui ont été tracées par François Hesbourg, mais dire on peut programmer la rupture de linéarité, ça me semble un élément important parce que si on met en œuvre ce qui a été dit lors de l'accord de Paris, c'est-à-dire contenir le dérèglement climatique à 1,5 degré ou entre 1,5 degré et 2 degrés, ça signifie qu'on introduit à horizon de 30 ans et même de 10 ans, puisque les échéances qui sont données sont 2030 et 2050, ça signifie qu'on introduit des ruptures très profondes des politiques que nous menons, et ces ruptures concernent l'ensemble de la planète, l'ensemble des pays du globe, au sud et au nord. Par rapport à ce que vient de dire Pierre Aski, je crois qu'effectivement le dérèglement climatique était quelque chose qui pouvait sembler lointain et abstrait, sauf que depuis maintenant 3 ans, il est devenu extrêmement concret parce que, par exemple, quand vous habitez sur la côte aquitaine, vous voyez tous les jours l'érosion du trait de côte, parce que se posent, par exemple, pour les élus locaux, des choix très concrets qui est est-ce que je construis des digues ou est-ce que, au contraire, je déconstruis des digues pour laisser faire la nature et ainsi faire en sorte que l'érosion soit en quelque sorte conjuguée par des solutions naturelles. Enfin, c'est quelque chose qui est devenu très puissant. Et en France, on est le principal pays avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas à être concerné par ces politiques d'adaptation. Ce n'est pas seulement de l'Afrique ou de l'Asie dont on parle. Il y a aussi les États-Unis avec les sécheresses en Californie, les feux de forêt, Katrina, voilà, les ouragans. C'est aussi un pays qui est très frappé par les... Voilà, et on est aussi dans un moment où on a Scott Morrison, Premier ministre australien, qui va assumer
de continuer à garder les mines et qui, encore il y a 3 ans, se présentait devant les parlementaires australiens avec un morceau de charbon à la main en disant « nous continuerons à être dans une culture au fond de la mine parce que c'est historique en Australie ». Et dans le même temps, un pays où l'année dernière, ce pays a été dévoré par les flammes et par un feu qu'on appelle The Monster. Donc on est dans une situation, quelque part, de dissonance cognitive des gouvernements. Et moi, ce que je pense sur l'aspect géopolitique, c'est que l'important, c'est comment les sociétés, à partir du dérèglement climatique, peuvent redevenir un acteur géopolitique puissant. On parle beaucoup des États, mais l'enjeu est aussi comment est-ce qu'on va réhumaniser ces questions-là. Quant à la COP26, les témoignages poignants des pays du Sud n'ont pas réussi à bouleverser justement les chefs de gouvernement. Alors à la COP26, il y avait le secrétaire général de l'OTAN qui était présent, ce qui n'était pas le cas dans les précédentes COP, je crois. Qu'est-ce que ça témoigne de quoi, Julia Tass ? C'est notamment lié à une feuille de route que l'OTAN a publiée qui intègre le changement climatique. Pour revenir sur ce que disait Pierre Aski tout à l'heure, il est conceptualisé le changement climatique par des acteurs de la sécurité ou les États comme un multiplicateur de risques. C'est-à-dire qu'il va créer des nouveaux risques, mais il va surtout exacerber ceux qui sont déjà existants. J'ai vu un chiffre, je ne sais pas d'où il sort, 1 degré de plus, c'est 10 à 20% de conflits guerriers en plus. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est exact, parce que c'est très compliqué déjà d'une part de déterminer le lien entre le changement climatique et une sécheresse, un événement climatique extrême, etc. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Le dernier rapport du GIEC avance aussi sur la question et montre qu'on peut un peu mieux corréler maintenant ces deux donc le changement climatique et des événements spécifiques, et ensuite entre l'événement et le conflit. Donc il y a quand même une double corrélation à mettre enfin en tout cas à affirmer. C'est pas facile. Par contre, ce qui est intéressant par rapport aux conversations précédentes, c'est que pour moi, il y a un lien. Il y a déjà une géopolitique du changement climatique, c'est-à-dire plutôt la gouvernance climatique, la COP26, qui s'en occupe, comment on essaye de s'entendre pour se fixer des objectifs. Il va y ensuite y avoir l'impact du changement climatique sur la géopolitique. Donc là, on parle de conflits, on parle de tensions, on parle de ressources et de dynamique et de flux de migration. Et puis, il y a la géopolitique de la transition, qui est encore autre chose dont parlait Lucille Schmitt tout de suite, c'est-à-dire, si on fait cette transition, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre, qui en profite, quels sont les acteurs principaux, et c'est là où on peut mentionner la Chine, dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est des grandes puissances qui vont notamment impulser la transition et en profiter. Si je peux, oui, bien sûr. Oui. Si vous pouvez débattre sans moi, ce serait encore mieux. Non, c'est un aspect, je pense, capital, qui est effectivement pas souvent traité quand on parle des conséquences du réchauffement climatique. C'est comment la Chine s'est transformée en l'espace de 15 ans d'un pays qui, moi, quand je vivais en Chine, c'était le début des années 2000, la question climatique n'existait pas. Elle était niée. C'était un prétexte inventé par les Occidentaux pour empêcher le développement de la Chine. C'est le discours qu'on entendait à l'époque. Et on polluait allègrement pour industrialiser le plus rapidement possible la Chine. La Chine est passée de ce stade du déni, qui a provoqué l'échec de Copenhague, par exemple, à une situation où non seulement elle est aujourd'hui à la fois le premier émetteur de gaz à effet de serre, etc., mais elle est aussi le pays qui investit le plus dans les énergies bas carbone, mais elle affiche une ambition d'être maîtresse des technologies vertes et donc maîtresse de l'avenir à travers ces technologies qu'elle maîtrise de A jusqu'à Z, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voiture électrique est en train de devenir la norme. D'où viennent les minerais qui servent à faire les batteries ? Ils sont contrôlés par les entreprises chinoises qui, depuis des années, ont fait main basse sur les gisements, notamment dans l'est de la RDC ou même en Amérique latine. Donc on a cet enjeu géopolitique-là, qui est différent des conséquences du changement climatique, mais qui sont aussi un affrontement de superpuissances dans lequel on a vu la Chine avoir un coup d'avance, il faut bien le dire, dans la maîtrise de ces enjeux. Lucie ? Oui, moi je pense que Pierre a raison de souligner la façon dont, d'une manière extraordinairement déterminée, le gouvernement chinois s'est emparé de la question verte.
Mais on voit bien que d'une certaine façon, l'attitude chinoise est difficile à lire pour nous occidentaux, en tout cas, parce qu'il y a une sorte de contradiction par rapport à la dépendance au charbon qui est quand même encore extrêmement forte en Chine. Et on sait bien qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine, et quand il s'agit de relancer la construction de centrales à charbon, et au fond, c'est la moitié des centrales à charbon qui sont construites dans le monde aujourd'hui qui vont être construites en Chine. Et dans le même temps, la Chine s'engage à ne plus financer de projets de centrales à charbon hors de ses frontières. Donc on est dans une situation, je ne sais pas si c'est du double langage, mais je pense que ça révèle plutôt une forte tension par rapport à une réalité que la Chine a envie de transformer, mais qu'elle ne peut pas transformer peut-être aussi rapidement que le dit un discours, que le prévoit un plan, même lorsqu'il est à 20 ou 30 ans. Et c'est vrai que par ailleurs la Chine, à la fois, je n'ose pas dire Xi Jinping, parce que je sais que Pierre prononcera ça beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, Xi Jinping, prononçons-le à la française, n'était pas à la COP26, et du coup, il y a eu une espèce de haro sur la Chine que je trouve particulièrement ridicule, mais qui montre qu'il y a eu une sorte de mépris, un sentiment de mépris ressenti par les autres participants par rapport à l'acteur majeur, au fond, que pourrait être la Chine comme puissance verte. Et je trouve aussi que c'est assez passionnant, c'est tout simplement de se dire, mais est-ce qu'il y aura un modèle de puissance verte autoritaire ou est-ce qu'il y aura un modèle de puissance verte démocratique? Et là-dessus, moi, je ne peux pas m'empêcher, comme européenne, de dire que le fait que nous ayons décidé au niveau européen d'un pacte vert, le fait que l'Union européenne puisse dire qu'elle est d'une certaine manière exemplaire, d'ici 30 ans, que se sera-t-il passé? Est-ce que cette espèce de débat serpent de mer sur l'Union européenne peut-elle être une puissance qui quand même existe depuis la création de l'Union européenne? Est-ce que grâce à la diplomatie climatique, on pourra en faire quelque chose? Est-ce qu'il y aura un modèle chinois, un modèle européen, un modèle américain? Là, ce qu'on entend plutôt, c'est de dire, comme c'est des investissements à très très long terme, une stratégie à très long terme qu'il faut mettre en place, c'est plutôt le modèle chinois qui est le plus efficace. Non, mais le sujet, c'est la démocratie. C'est comment on articule démocratie et écologie. Je pense que c'est ça notre sujet. Le paradoxe chinois, qui est quand même, qu'il faut regarder de très très près, c'est que pourquoi la Chine a bougé? Elle a bougé parce que sa société a dit stop. Souvenez-vous, il y a 5-6 ans, Pékin était dans le smog en permanence. Moi, j'étais à Pékin à ce moment-là. Les gens regardaient tous les jours sur leur téléphone portable le taux de particules fines dans l'air qui était 10, 20, 30, parfois 40 fois supérieur au taux de dangerosité. Donc là, c'est la pollution des villes, c'est pas les émissions de gaz à effet de serre dont tu parles. C'est le charbon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un seuil de tolérance de la société chinoise qui a été franchi. La classe moyenne chinoise, qui est aujourd'hui la base sociale du Parti communiste, c'est un des paradoxes qu'il faut quand même avoir aussi à l'esprit, cette classe moyenne n'a plus supporté que son enfant unique grandisse en respirant des poisons. Et à ce moment-là, il y a eu un tournant qui a fait que les 9 des 10 villes les plus polluées au monde, il y a 10 ans, étaient chinoises. Aujourd'hui, elles sont indiennes. Moi, j'ai fait ma chronique ce matin sur France Inter sur ce paradoxe. L'Inde a pesé à Glasgow pour atténuer la déclaration finale sur le charbon, qui devait prévoir la fin du charbon, et les Indiens ont demandé à ce qu'on mette la réduction du charbon et non pas la fin. Et 3 jours après, Delhi est dans un brouillard du charbon abominable, et le gouvernement indien ferme la moitié des centrales à charbon de la région de Delhi pour apaiser cette situation. Donc la Chine, de ce point de vue-là, c'est une leçon du système politique chinois. Ce n'est pas une démocratie, mais même dans les dictatures, on est obligé d'écouter sa société. Peut-être juste un petit tac au tac sur Chine et Inde à la COP26, parce que la Chine, en coulisses, s'est associée à l'Inde pour faire en sorte que l'accord soit moins ambitieux sur le charbon. Et la deuxième chose qu'on peut dire sur l'Inde, c'est que paradoxalement, la position indienne est sortie plutôt renforcée vis-à-vis des pays du Sud de cette COP, parce que ça a été une COP d'affrontement très fort entre le Sud et le Nord, parce que les pays du Nord ont fait preuve d'un vrai égocentrisme et n'ont pas été au portefeuille suffisamment lorsqu'il s'agissait de financer les projets d'adaptation des pays du Sud. Et au fond, ce qui menace la géopolitique, pas seulement de la transition, mais la géopolitique tout court, c'est quand même que l'Inde devienne leader des pays du Sud, mais dans une position extrêmement agressive à l'égard du Nord,
parce que nous aurons rompu la promesse qui a été faite depuis 2009 à Copenhague. Partager cela Oui, et en fait, on parlait tout à l'heure de risques, donc ce que le changement climatique apporte comme risque, et on parlait de migration, etc. Or, tous ces risques, ils vont nous impacter très fortement si on ne s'adapte pas. Donc en fait, c'est vraiment un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des COP, il y a des mécanismes qui sont prévus pour que les pays du Nord financent l'adaptation des pays du Sud. On ne le fait pas, mais à côté de ça, on commence à étudier le changement climatique comme une menace parce qu'on comprend qu'il va impacter certains pays en particulier, certaines populations, que celles-ci pourraient être amenées à migrer. Et donc, tant qu'on n'aura pas résolu... On comprend qu'il faut aider les pays du Sud pour éviter des dégâts dans les pays du Nord. Exactement. En fait, tant qu'on ne se sera pas rendu compte que d'aider les pays du Sud à s'adapter, c'est pas donner de l'argent, en plus ce sont principalement des prêts, donc on est loin de donner de l'argent, mais c'est faire en sorte qu'à un niveau global, le changement climatique ne perturbe pas l'ensemble de nos systèmes. Tant qu'on ne sera pas dans cet état d'esprit, on ne s'en sortira pas. Et donc on va, je pense, atteindre un point de tournant, un tournant où on va réaliser ça. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard ? C'est une question que j'aimerais... Avant 2049, exactement. J'espère. Mais est-ce que vous pensez qu'on est proche de ce tournant Non, je ne pense pas qu'on soit proche de ce tournant. Il faudrait qu'on ait bien plus d'événements climatiques extrêmes pour ça. Par contre, ce qu'on a senti, et je serais assez curieuse d'avoir vos impressions sur la question, c'est cet été, avec les inondations en Europe, avec les feux au Canada, avec les feux en Australie des 2 dernières années, on se rend compte que le changement climatique ne touchera pas seulement le Sud. Et ça, déjà, le fait que ça infuse dans la société, ça va permettre pour les gouvernements de proposer des actions à l'international qui soient alignées avec une gestion commune de ce changement climatique. Donc il faut attendre que les sociétés se rendent compte des impacts des changements climatiques sur leur territoire pour qu'ensuite il y ait une gouvernance globale qui se mette en place. Moi je vais jouer le schtroumpf naïf. Décidément, on va créer un village. Oui, mais moi ce qui me sidère aussi, c'est qu'on parle de ces problèmes de financement, mais si on prend la course aux armements qui a lieu en ce moment en Asie, vous avez des centaines de milliards de dollars qui sont engloutis en ce moment à cause de cette guerre froide qui est en train de monter. L'Inde, la Chine, les 2 Corées, les Américains avec l'Australie et les sous-marins à propulsion nucléaire, le Japon, vous avez tous les pays de la zone qui sont en train de décupler leur armement. L'Asie est devenue la première zone de dépenses d'armement. Pourquoi il n'y a pas des marches de millions de personnes dans les rues de Delhi, de Pékin, de Séoul et de Tokyo pour réclamer que cet argent aille à la transition écologique? Voilà, c'était ma minute. Oui, je trouve naïf. tout à fait, c'était bien défini. François Hesbourg, je crois que vous voulez intervenir. Alors, je vous prête mon micro. Je vais faire le schtroumpf grognon pendant un instant. Et d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Lucille Schmitt sur la notion qu'il faut, bien entendu, tenter de rompre la linéarité de la progression du réchauffement climatique. Et ça, c'est normalement ce que nos gouvernements sont censés faire. Petit problème, 2 petits problèmes. La Covid a montré que politiquement, l'humanité n'était pas prête à agir face à un défi mondial affectant la Terre entière. Nous avons tiré chacun pour soi, et quand vous regardez les cartes de vaccination dans le monde, par exemple, vous avez une énorme tache blanche s'agissant de l'Afrique, alors que les vaccins ne manquent pas. Alors, bon, regarde le modèle de la façon dont les États-Unis, dont la Chine, dont beaucoup d'autres pays se sont comportés pendant la pandémie. Si c'est ça la préfiguration de la façon dont on va gérer dans la réalité les déclarations d'intention des COP successives, c'est malheureusement pas de bon augure. C'est pour ça que j'ai dit, je fais le schtroumpf grognon, je serais ravi de constater qu'au contraire, cette expérience aura rendu tout le monde beaucoup plus intelligent et beaucoup plus sage. Le deuxième problème, c'est que si j'empile
les déclarations, les engagements des COP successives, bon, on se retrouve avec du net zéro aux alentours, dans le meilleur des cas, vers 2040, et pour beaucoup vers 2060-2070. Alors il ne faut pas perdre de vue, et je suis désolé de faire un peu de technique de réchauffement climatique, le net zéro, c'est le moment à partir duquel vous commencez à faire reculer le monstre. C'est à ce moment-là que vous le faites reculer. Autrement dit, l'effet de stock des gaz à effet de serre qui vont continuer à être pulsés dans l'atmosphère, fût-ce à des rythmes progressivement plus faibles au cours des 30 prochaines années, cet effet de stock va se traduire malheureusement, si on s'en tient aux seuls engagements qui ont été pris, hein, je ne fais pas autre chose, à un monde où on ne va évidemment pas atteindre la 1,5, où on a zéro chance d'atteindre zéro chance d'atteindre les 2 degrés, et où on sera vraisemblablement quelque part entre 2 et 3,5. Alors, je suis désolé, ça c'est un monde dans lequel, comme le disait fort bien Julia Tass, il y aura beaucoup d'événements climatiques, mais comme elle, je crains qu'il en faudra effectivement beaucoup avant de faire remuer la planète par rapport à ce qui est une progression beaucoup trop faible dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bon, les gens qui me connaissent croient que je suis un spécialiste de la guerre et de la stratégie. Maintenant, ils découvrent que je suis devenu totalement vert. Mais je crains malheureusement de ne pas avoir tort sur ce sujet. Je ne sais pas si je peux dire un petit mot. Moi, je pense que ce qu'on a découvert à cette COP26, c'est qu'à l'évidence, si on laisse les gouvernements discuter entre eux, ce que vous venez de dire, François Hesbourg, se produira, c'est-à-dire que le dérèglement, le réchauffement plus exactement, sera autour de 2,5 degrés. En revanche, ce qui a été très net dans cette COP26, c'est que la pression, alors Pierre dit qu'il faudrait qu'il y ait des millions de personnes dans les rues. Moi, je trouve qu'avec la pluie battante à Glasgow, le fait qu'il y ait eu cette pression sur la COP26 qui ne se soit pas démentie était très intéressante. Et il y a quand même des millions de jeunes qui maintenant sont dans le monde entier, dans la rue. Et je pense qu'il y a quelque chose qui monte en termes de société civile internationale climatique que je trouve assez passionnant et plein d'espoir. La troisième chose que je voulais dire aussi, c'est qu'au moins à la COP26, on a vu les résistances. C'est-à-dire qu'on a vu Scott Morrison, Premier ministre australien, dire qu'au fond, il ne ferait rien et qu'il n'élèverait pas son niveau d'ambition. On a identifié l'ennemi. On a vu aussi l'Inde, certes, réduire l'accord final, mais au fond, prendre pour la première fois un engagement clair et daté. Et on a vu la Chine dire que son pic d'émissions aurait lieu en 2030. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas aujourd'hui au niveau climatique à l'échéance seulement de 2050. On réfléchit à l'échéance de 2030. Et l'ensemble des États se sont engagés à élever leur niveau de contribution nationale d'ici 2 ans, ce qui n'était pas prévu au départ, puisque les choses devaient se passer tous les 5 ans. Ça signifie que les contributions n'étaient pas suffisamment ambitieuses, mais ça signifie aussi que la pression commence à fonctionner. Et en ce qui me concerne, je pense que le sujet n'est pas seulement le niveau des émissions aujourd'hui, je crois que le principal sujet, c'est l'égoïsme des pays du Nord. C'est-à-dire que si on ne revient pas sur notre égoïsme, les COP n'existeront plus. Elles seront boycottées par les pays du Sud. Et là, il y aura tension, là, il y aura conflit, et la conflictualité sera exponentielle parce que nous aurons été égoïstes, ce qui revient à ce qu'avait dit Julia Tass, qui était que nous sommes, nous, au pied du mur, parce que c'est nous qui serons les fauteurs de guerre si nous ne sommes pas plus généreux. Merci. Alors moi, je suis à la fois un schtroumpf grognon et un schtroumpf naïf. Mais en fait, je pense qu'effectivement, quand on analyse la géopolitique, on a du mal à trouver un point d'espoir parce que, en fait, aucun État n'a intérêt à donner ou à aider un autre État sans contrepartie. Or, c'est un peu ce qui est quand même au cœur des discussions à la COP. Effectivement, il faut qu'ils se rendent compte de cette bascule pour pouvoir commencer à vraiment agir. Mais comme Lucille Schmitt, je pense aussi que les sociétés peuvent changer les choses. Et donc, on le voit aussi au niveau européen. Le plan et le pacte vert de l'Union européenne, il est aussi dû aux élections européennes des années précédentes, à la montée des partis verts, etc. Donc, plus il y aura de votes en faveur de politiques climatiques ambitieuses, plus les gouvernements des pays du Nord vont accepter
de contribuer à l'adaptation et à l'atténuation. Très bien. Et est-ce que selon vous, on va forcément aller vers plus de coopération, plus de multilatéralisme? Est-ce qu'on est condamné à ça, en fait, condamné à quelque chose de positif? Alors, moi, j'allais justement mettre un tout petit bémol à la conclusion de Alors, je de trouve Julia, bémol, d'accord. Oui, qui était de se dire, le risque étant que l'Europe, par exemple, qui a effectivement le plan le plus ambitieux et des sociétés civiles peut-être plus actives, résonne en termes de protection de l'Europe, de sanctuarisation de l'Europe, et pas en termes de multilatéralisme à l'échelle globale. Et là, il y a un petit danger qui est celui d'une forteresse Europe, pas seulement pour bloquer les migrants, mais pour bloquer aussi la pollution d'une certaine manière. Et donc là, on sait que ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas, exactement. Mais c'est il y a un risque d'égoïsme européen qui rejoint ce qui a été dit, mais qui est un petit bémol sur ce multilatéralisme. Et là, je rejoins le pessimisme de François. C'est vrai que si sur une menace aussi immédiate et globale comme on n'en a jamais eu, que le Covid, simultané avec l'information, etc., on a été capable de se déchirer, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi à se réunir pendant des mois et des mois pour simplement dire qu'on était tous engagés contre un ennemi commun qui était ce virus, parce que les rivalités géopolitiques sont tellement fortes. Donc ça ne rend pas très optimiste, il faut bien le dire. Après, l'accumulation des crises à nos portes font que ça fait grandir. Très bien, je vais donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a quelques schtroumpfs qui veulent prendre la parole? Question? Alors, peut-être. Bonjour. Je vais remettre le sujet du coup de la COP sur le plateau. Je me demandais est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que vous avez espoir que les COP puissent en fait amener des accords qui pourraient permettre de lutter contre le réchauffement climatique, ou est-ce seulement, comme on pourrait vulgairement appeler ça, un coup d'esbrouf, afin de justement calmer les relations géopolitiques? Qui répond? Bien. Lucille. Moi, ce que je pense qui était intéressant dans le cadre de cette COP, c'est qu'il y a eu par ailleurs un certain nombre d'alliances, d'accords qui allaient plus loin que l'accord général. Notamment, il y a eu des alliances sur la question du charbon. Il y a eu quelque chose d'assez concret où un certain nombre de pays développés ont dit, par exemple, qu'ils allaient aider particulièrement financièrement l'Inde et l'Afrique du Sud à sortir du charbon. Il y a eu une alliance encore très symbolique, je tiens à le dire, sur la question de la sortie des énergies fossiles. Donc il y a des choses qui sont arrivées, qui sont beaucoup plus concrètes, à la fois concrètes et symboliques. C'est une des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, c'est comment est-ce qu'on se dit que le concret symbolique, c'est-à-dire qu'on a osé dire des choses genre contre le charbon, contre le pétrole, contre le gaz, alors que l'accord de Paris était quand même extrêmement... je veux dire, c'était un monument de philosophie universaliste française, d'une certaine façon, avec à côté de ça des contributions nationales qui étaient pour certaines très détaillées, pour d'autres particulièrement ineptes. Donc là, on aboutit à quelque chose de plus précis, on identifie l'ampleur des efforts à accomplir. En ce sens, je trouve que la COP a été un exercice très utile. Mais je crois qu'elle n'aurait pas été aussi ambitieuse et aussi utile si la pression n'était pas venue d'ailleurs. Et je pense que c'est peut-être une spécificité par rapport à l'ensemble du système onusien. Je rappelle quand même que les COP ont été créées après le sommet de la Terre à Rio, et que là aussi, il y avait une sorte d'espoir. Je ne sais pas, moi je reste une vieille altermondialiste. Je pense qu'il y a quelque chose autour de la façon dont une société civile internationale pourrait nourrir une gouvernance mondiale, et que ce ne sont pas les gouvernements qui nourriront franchement la gouvernance mondiale, ça j'y crois pas. Voilà. Merci. Autre question? Alors, voilà, ça marche. Bon. Ça y est, merci, excusez-moi. Je voulais avoir votre position sur le nucléaire et ses conséquences, bien sûr, avec les déchets. Bon, allez-y. Est-ce que le nucléaire va aider à... On peut parler tous les trois, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr.
bien sûr. Alors allez-y. Je vais bien commencer. Donc pour ce qui est du sujet de la conférence, qui est la géopolitique et le changement climatique, et toute la gouvernance climatique qu'on évoquait, aujourd'hui, on n'est pas en mesure, avec les énergies renouvelables, de fournir l'énergie et l'électricité qui est nécessaire à nos sociétés. Donc il y a deux solutions, et qui en fait sont toutes les deux, c'est les deux voies qu'on va emprunter. La première, c'est de baisser la consommation, donc d'être un peu plus sobre et plus efficace énergétiquement. Et la deuxième, c'est de s'appuyer sur des énergies qui ne sont pas des énergies renouvelables pour fournir l'énergie dont on a besoin. Et dans ce cadre-là, quand les alternatives aux énergies renouvelables sont l'énergie nucléaire, le charbon, le gaz, le pétrole et l'hydrogène, etc., mais ça on en parlera peut-être à un autre moment, mais des énergies qui ne sont pas encore suffisamment développées pour qu'on puisse vraiment avoir des systèmes industriels performants sur qui nous permettent de nous reposer dessus, on est obligé de passer par le nucléaire. Donc en fait, aujourd'hui, après, la question c'est à quel niveau et comment on investit et comment on gère ensuite la déconstruction des... Il y a aussi la durée des investissements, parce que si on doit construire des centrales qui seront opérationnelles dans 20 ans, ce sera trop tard. Oui, et en fait là c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui la Chine investit massivement dans le nucléaire parce qu'elle veut sortir du charbon, donc il n'y a pas d'autre choix et elle a à côté des énergies renouvelables, etc. Mais en fait les pays sont en train de diversifier leur mix énergétique pour satisfaire des populations avec des besoins croissants. Et c'est là qu'il nous manque la sobriété. Aujourd'hui, on n'en est pas vraiment capable. Moi, je crois que c'est un débat qui a été relancé par la prise de position d'Emmanuel Macron comme président de la République et en faveur donc de la construction de nouveaux EPR, c'est-à-dire de centrales nucléaires de grande dimension. C'est un débat qui a été aussi relancé en France sur la mise dans le débat public d'un rapport de RTE qui, avec 6 scénarios, nous dit que la seule manière, au fond, d'avoir la neutralité carbone à 2050, c'est d'associer une montée en puissance très forte des renouvelables et du nucléaire. Et quand Julia Tass parle de la Chine, je crois que ce n'est pas seulement miser sur le nucléaire. La Chine mise à la fois sur une stratégie de renouvelables extrêmement ambitieuse et sur le nucléaire, mais d'abord sur le renouvelable. Donc je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, il faut assumer que le nucléaire est une énergie décarbonée. Donc par rapport au dérèglement climatique, il faut continuer à voir le nucléaire comme une énergie essentielle, sans doute jusqu'en 2050. Mais par ailleurs, il faut assumer de voir que c'est une énergie dangereuse. En France, il y a des conditions de sécurité qui sont bonnes. Il y a une autorité de sûreté nucléaire qui est active, qui est crédible. Mais ce que nous dit aussi le rapport de RTE, que je trouve passionnant, il faut en lire le résumé, c'est qu'avec le dérèglement climatique, les conditions, par exemple, de sécurité liées au territoire vont être plus difficiles, qu'il faudra certainement, si on fait d'autres centrales nucléaires, si on construit d'autres réacteurs, les mettre à proximité de la mer, parce qu'on ne pourra plus compter sur les rivières. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, où il n'y a pas de pensée magique en fait sur l'énergie, et au fond c'est ça qu'on découvre tous aujourd'hui, parce qu'on ne voulait pas forcément s'y intéresser, c'est un sujet technique, on doit s'y intéresser comme citoyen. Et effectivement, le nucléaire, pour l'Inde, pour la Chine, pour la Russie, pour la France, c'est important. La France veut aussi vendre du nucléaire à la Pologne. Donc on ne va pas se passer du nucléaire à court terme, mais il y a une discussion aujourd'hui très forte au niveau européen sur la taxonomie verte. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie verte ? Et c'est une discussion dans laquelle la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord. D'ailleurs, il y a eu une tribune qui a été faite pendant la COP26, y compris avec le ministre allemand de l'Environnement, disant qu'il ne souhaitait pas que le nucléaire soit considéré comme une énergie verte. Donc c'est une discussion intra-européenne, sachant que les Allemands veulent que le gaz soit considéré comme une énergie verte. Sans doute faudrait-il s'entendre pour qualifier le nucléaire d'énergie verte de transition et s'entendre sur le fait de considérer les énergies renouvelables comme une énergie verte tout court. Merci Lucie. J'en profite moi aussi pour faire un peu de pub pour l'Obs de cette semaine, où tout ce débat sur le nucléaire et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui changent d'avis sur la question du nucléaire est traité. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai changé d'avis, voilà, avant de lire l'Obs. Très bien. Non mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Lucille. Moi je suis un résigné du nucléaire, parce qu'effectivement, si on met tout sur la table,
on n'a pas d'autre solution aujourd'hui dans le court et moyen terme que d'en passer par le nucléaire. Miko, tu voulais dire quelque chose, je crois. Merci beaucoup. Je vais représenter le camp des Schtroumpfs optimistes. Alors avec Lucille, alors. Mais là c'est pas... Enlève ton masque. Si vous pouvez m'aider avec un autre micro peut-être, pour éviter que ça coupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas une question de micro. Si, ça va, c'est bien. Donc les Schtroumpfs optimistes et combatifs, pour le coup, sur les questions liées à l'Arctique, on a parlé, Julia, tu viens de parler d'hydrogène assez rapidement, effectivement, il y a des choses à dire sur le sujet de l'hydrogène vert, mais il y a aussi des choses à aller chercher dans des territoires un peu inconnus. Je vous incite par exemple à vous intéresser à l'agriculture au Groenland, par exemple. L'agriculture au Groenland, c'est quoi aujourd'hui? C'est tout simplement la perspective d'avoir des résidus qui sont laissés par la fonte de la calotte groenlandaise qui n'étaient pas là avant. Et ces résidus, quand on les épand sur les plateformes d'élevage ou dans les champs du sud du Groenland, parce que oui, il y en a, eh bien, de fait, on s'aperçoit que non seulement ils permettent d'augmenter les rendements de ce qui pousse de plus de 30%, et ils récupèrent aussi 4 fois plus de carbone que ce qui était le cas avant. On a ce genre de nouveautés, de nouvelles découvertes qui existent en Arctique, dans d'autres zones du monde, dont on ne parle pas assez et qui seraient concrètement des moyens de se rattacher à de l'optimisme et qu'il faut absolument développer sur les 20-30 prochaines années parce que ce n'est pas le gouvernement du Groenland qui peut faire ça tout seul. Merci Miko. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au fond là-bas, à droite et à gauche. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas par où la prendre, cette question-là. J'y réfléchis depuis tout à l'heure, vous m'excuserez. Vous voulez encore un peu de temps pour réfléchir? Non, c'était plutôt sur, si je vais loin ou pas, c'est plutôt sur la quantité de population. Parce que là, on parle beaucoup de... La démographie. Voilà, la démographie. On parle beaucoup de problématiques, donc de géostratégie, de qu'est-ce qui va engendrer des problèmes géostratégiques. Mais... en allant encore plus loin sur la source, la quantité de population sur Terre, effectivement, est-ce que ce n'est pas la source déjà? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour influer là-dessus sans parler effectivement tout de suite de thématiques comme limiter les naissances, les décès, ce genre de choses? Est-ce que cette question-là vous parle et est-ce que vous avez quelque chose à apporter sur cette question-là? Qui veut répondre, Lucille? Oui, bien sûr. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que par rapport à la production de gaz à effet de serre, les riches produisent beaucoup plus, comme vous le savez, que les pauvres. Et les pauvres sont beaucoup plus nombreux dans le monde. Donc il n'y a pas quelque chose genre un être humain égale une production uniforme de gaz à effet de serre. Donc ça, je crois qu'il faut le rappeler. La deuxième chose à dire, c'est qu'évidemment, les pays du Sud réclament un droit au développement. Et ce droit au développement, c'est une élévation de leur niveau de vie, et c'est aussi dans ces pays que les naissances sont les plus importantes. Donc il y a un sujet sur la transition démographique qui est un vieux sujet, si je puis dire. Donc on sait qu'élever le niveau d'éducation, ça permettra aussi de mieux maîtriser la croissance démographique, et ça, c'est pas clairement lié au dérèglement climatique, c'est de longue date. Et notamment l'accès, évidemment, des femmes à l'éducation. Après... si on lance le sujet démographique alors qu'on a commencé ce débat en parlant des migrations, on voit bien que cette question, au fond, d'humaniser le débat sur le dérèglement climatique, elle est posée. Parce qu'aujourd'hui, vous dites, bon, je ne lance pas le truc sur les naissances, mais on assiste dans nos sociétés aussi à des prises de position de plus en plus nombreuses, je vais me taire parce que je vois qu'il est temps de se taire, sur le fait qu'on ne veut pas avoir d'enfants, ou avoir des enfants dans le monde tel qu'il est, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable, ou sur l'éco-anxiété. Donc il y a un élément de psychologie sociale aussi là-dessus qui est important. Mais je crois qu'au moment où la Chine a renoncé à la politique de l'enfant unique, je crois que choisir d'avoir des enfants doit rester évidemment une décision totalement démocratique, mais que nous devons, l'adaptation, c'est aussi la question de l'éducation, par exemple. Ok, je vois qu'il faut qu'on termine, puisqu'il est 8 heures passées, mais avant de terminer, et pour terminer sur une note schtroumpf optimiste, une artiste va nous présenter un de ses projets, Vitae, qui doit durer jusqu'en 2049 et au-delà.
Cette artiste s'appelle Annie-Laure Bannon. Merci à tous les trois. Voilà, j'en prends un qui marche, c'est génial. Bon ben voilà, moi je suis le schtroumpf artistique et comme souvent l'art est le reflet pas des problèmes, mais enfin des grandes émotions de la société. Voilà, il a sa place aussi aujourd'hui et finalement je me retrouve très à l'aise dans tout ce qui a été dit ce soir, puisque bon, moi j'essaye d'allier l'art et la science. Parce que mon inspiration, elle part de cette phrase un peu magique d'Einstein qui disait que c'était l'alliance la plus efficace pour la paix. Donc, moi, je travaille essentiellement sur ces sujets-là, sur ce qui bouleverse notre société, et avec évidemment un côté, je trouve, très positif et très combatif aussi, parce que bon, la paix, c'est pas juste une idée comme ça. Je pense qu'il faut la faire avec autant de force et presque de brutalité qu'on fait la guerre. Voilà. Sinon voilà, elle ne passe pas. Donc il faut les mêmes armes. Et donc c'est pour ça que j'essaie de faire des projets qui sont visibles et qui nous incluent tous. Voilà, parce que l'idée, c'était vraiment qu'ensemble, il n'y a pas grand-chose d'impossible si on s'y met tous. Et puis j'écoutais avec beaucoup d'intérêt tout ce qui avait été dit ce soir. Voilà, Lucille qui parlait des égoïsmes, et effectivement, si on arrive à nous mettre ensemble, on peut réussir tous ces gros défis qui sont là. On l'entend pas assez, mais enfin, il y a des choses merveilleuses qui se passent en face de toutes ces peurs, en face de toutes ces catastrophes annoncées. De toute façon, on n'a pas le choix, mais de les régler. Donc, il va bien falloir trouver les solutions, et je pense que, sérieusement, c'est ensemble qu'on va pouvoir les trouver. Donc, voilà. Moi, peut-être pour ceux qui sont de la région ou même d'ailleurs, voilà, moi j'ai installé les bras pour vous dire un peu qui je suis. Donc je travaille le monumental, et pas parce que c'est grand, parce que les sujets le demandent, et parce que c'est une façon d'être en direct, encore une fois, avec le public. Voilà, on parle du courage. Je me mets sur la plage du débarquement, parce que c'est le lieu le plus rapide dans le cerveau de façon universelle pour parler de ce sujet-là, et puis parce que ça déclenche le questionnement. Voilà, qu'est-ce qui se passe sur cette plage, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a mis ça. Voilà, bon. Donc les braves sont là. C'était déjà une alliance avec la technique, parce que je les ai voulus sur le lieu du débarquement, donc avec les marées, avec la vie qui reprend après le sacrifice, après le courage. Et donc voilà, ces sculptures, il y a 50 tonnes sous le sable, donc il y a toute la science permet d'aider et d'augmenter l'artiste, et du coup il n'y a plus de limites. Donc elles y sont toujours d'ailleurs. Et alors, Vitae, c'est un challenge, parce que comme tout ce qui a été dit ce soir, on regarde cette humanité, les défis, et on se dit, bon, il va peut-être falloir y mettre un peu d'espoir. Et est-ce qu'on peut, comment peut-on les résoudre? Moi, j'ai pensé de mon côté, parce que bon, chacun a son domaine non pas d'expertise, mais d'intérêt. Et quelque part, l'art pouvait amener un espoir, mais à un niveau un petit peu naturel, impactant immédiatement. Donc je me suis dit que peut-être si on se réunissait pas toujours pour pleurer nos morts, dans les cas des grandes catastrophes, dans le cas du terrorisme, où cette humanité est extraordinairement fraternelle, si on arrivait à se réunir aussi pour construire des choses ensemble, pour les vivre, pour surmonter ensemble beaucoup de choses, on a une force tous ensemble incroyable. Et moi, vous parliez tout à l'heure du Covid. Il y a eu aussi des belles choses. On a vu que les gens avaient envie de se mettre ensemble. Ils ont manqué de l'autre.
On a manqué de l'autre pendant ce Covid. Et ça a été peut-être une chose qui, moi, me donne de l'espoir, parce que je me dis, bon, c'est merveilleux. On s'est rendu compte qu'on a besoin de l'autre, beaucoup. Donc peut-être que tout ça peut aider. Donc j'ai voulu créer cette œuvre, cette sculpture, avec vous. Donc, c'est-à-dire symboliquement l'humanité réunie, 1 million d'empreintes de main, comme au premier temps de l'humanité, trouver une trace et la laisser sur une œuvre. On est dans de nouveaux territoires, comme Xavier Pasco l'a dit tout à l'heure, voilà, un nouveau milieu. Donc il faut qu'il n'y ait pas que des satellites et des débris, il faut aussi que nous y soyons humainement, avec notre émotion et tout ce qu'on peut apporter ensemble. Donc c'est un challenge. Bon, c'est là aussi qu'il faut les scientifiques. Donc c'est merveilleux parce que déjà dans le projet, il y a cette alliance de tous ensemble. Les ingénieurs de l'espace qui se sont mis à aider ce projet, qui ont réfléchi parce que je voulais que cette œuvre elle soit vivante. Elle s'appelle Vitae, c'est un hommage à la vie justement, qui gagne malgré tout. Donc quelque part, il fallait qu'elle nous représente. Donc elle s'ouvre et elle se ferme, elle est animée, elle a 1 million de mains. Et il faut qu'on la voie de là où on va l'installer. Donc c'était un petit défi à tous ces merveilleux astrophysiciens, ingénieurs qui se sont emballés. Donc les gens ont envie de rêver, ont envie de se mettre ensemble et de trouver des solutions. Et alors ça c'est un peu toute l'équipe, il y a plein de monde, un peu partout, des groupes qui ont aidé tout de suite à faire des simulations pour voir comment on pouvait trouver. Évidemment, moi je suis en tonnes dans mes sculptures. Là, on est en grammes, donc il fallait que je change totalement d'univers et de technique. Donc, nouveaux matériaux, nouveaux défis. Et puis, finalement, au bout de 3 ans d'études, on a ce petit film-là qui est très rapide, va vous montrer... voilà, ça, c'est le dessin de départ. C'est mes croquis. Donc, où c'est une humanité, ces personnages représentent une humanité rassemblée. Les mains seront sur la peau de la sculpture, gravée, donc 1 million réduite, évidemment. Alors il faut qu'elle soit pliée d'une certaine façon pour pouvoir être embarquée dans des vols existants, bien sûr, hein, qui vont aller s'installer sur la Lune, donc qui participaient très petits au départ pour pouvoir se déployer. C'est dans des matériaux assez innovants, c'est du nickel-titane qui réagissent uniquement à la chaleur du soleil. Donc Lucille, ça ne pollue pas. Il n'y a aucun mécanisme que la température extrême dans un sens et dans l'autre, enfin extrême plus 150, à peu près moins 150, enfin, mais c'est un écart énorme. Donc dès qu'elle arrive sur la Lune, elle s'ouvre, elle est pliée sous une forme d'origami. Et là, les mains, vous voyez, toutes les mains sont là. Il y a plusieurs couches de mylar, qui est ce matériau qui fait la peau de la sculpture. Et les personnages réagissent, se déploient avec le froid, puisque nous, on regarde la Lune la nuit. Elle est fermée le jour comme un cocon, voilà, et la nuit, elle se déploie et laisse apparaître toute l'humanité. Voilà, quand on descend à ces températures-là, et les 2 grands personnages du milieu portent une source de vie qui, elle, va pulser et va nous permettre de nous relier, ce que vous disiez qui était vraiment joli, que c'est le chemin de la Terre à la Lune sur lequel nous sommes tous en train d'aller. Et ce chemin-là, voilà, on pourra le faire aussi dans l'émotion, dans l'âme, dans l'union. Et finalement, voilà, ça c'était ce petit film dit où on en est aujourd'hui. On a fait beaucoup d'études thermiques, optiques, mécaniques. Donc il y a tout ce côté. Et puis, alors c'est pas qu'une 3D, hein. En vrai, ça marche aussi. Ça, c'est dans mon atelier. C'est une des premières moonbox que j'avais. Enfin, là, ça, c'est mes moonbox, parce que sur la Lune, on n'a pas besoin de cabinet chauffant. C'est le Soleil qui va l'animer. Mais ici, vous voyez, voilà, les matériaux fonctionnent. On chauffe simplement l'intérieur de cette moonbox et voilà, et tout s'ouvre et se déploie. Donc, ce sera à peu près exactement ce principe-là. Alors, on a fait beaucoup d'étapes parce que, évidemment, l'œuvre, c'est le chemin. Donc, on monte de plus en plus haut. On est allé dans la stratosphère. On a lancé une Vitae avec un ballon météorologique au bord de l'espace.
Et après, on est allé un peu plus loin et on l'a monté sur un vol de SpaceX qui allait alimenter la station. Et ça a été un long travail avec la NASA de chauffer là-haut pour tester la sculpture. C'est Thomas Pesquet qui a fait l'expérience, donc ça a fonctionné. La prochaine étape, il y a un vol qui part en février d'Astrobotique, qui va être le premier retour sur la Lune, évidemment pas humain, mais technique, et dans lequel il y aura un peu comme un CDR, un peu toute l'histoire de Vitae en éclaireur qui va aller s'installer à travers ce parchemin gravé qu'on a fait au CERN, qui nous suit depuis le début du projet, comme la région Normandie depuis le début. À chaque forum de la paix, on raconte où on en est et comment ça évolue. Et donc ça, ce sera déposé dans un petit écrin sur la Lune en février, en attendant le vol final. Et voilà, et on récupère des mains partout, des enfants, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les anonymes autant que les pas anonymes du tout. Donc il y a justement au Forum de la Paix, on a eu la chance d'avoir tous les prix Nobel de la paix qui nous ont laissé les empreintes sur le projet. Les petites mains, voilà, de Dior, le cacique Ninawa qui aussi nous les a laissées très récemment au forum. Voilà, vous avez un peu des exemples de tous ceux. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants dans les écoles partout qui participent. Voilà, la prochaine mission, donc février. Et puis après, on espère pouvoir... on fabrique à Metz la sculpture. Elle est fabriquée là-bas, celle qui doit partir. Et ça devrait être dans les vols de 2023 à 2024. Voilà, donc moi j'espère que ceux qui ont envie peuvent laisser leurs mains, peuvent y participer. Mais ça, voilà, c'était le projet Vitae et j'espère qu'il vous aura au moins donné envie de rêver à un futur brillant. Merci Annie-Laure. Merci d'aller nous accrocher la Lune. Merci à tous d'être venus ce soir. J'espère que cela vous a intéressé. Je remercie encore la région Normandie et puis cette magnifique médiathèque. Voilà. Et je vous rappelle encore qu'il y a cet opus 2049 qu'on trouve encore en ligne. Très bonne soirée à vous.